C'est bon. La campagne FAIR lancée donc en septembre dernier. Donc FAIR, c'est faciliter, accompagner, informer pour la rénovation énergétique. Donc ça a marqué un changement de philosophie en matière de rénovation, puisque en gros depuis le Grenelle, on considérait que les économies d'énergie et les économies sur la facture qui en découlaient serviraient à financer les travaux et à inciter les gens à passer à l'acte. Malheureusement, ces dernières années, le marché de la rénovation ne progresse pas assez. Et donc, faire cette campagne marque en fait le moment où on se dit on va mettre le confort en avant. D'ailleurs, le slogan de faire, c'est tous éco-confortables. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir les publicités qui sont passées dans les médias ces derniers mois. Donc, c'est dans cette optique que notre table ronde se tient, avec cette idée de confort. Alors, Thierry Reiser, je vais d'abord me tourner vers vous. Alors, déjà, est-ce que c'est comme ça qu'on prononce votre nom? Oui, Rieser. C'est correct, parfait, merci. Donc, vous êtes gérant d'Enertech, donc c'est un bureau d'études fluides. Est-ce que vous confirmez que pour Monsieur Tout-le-Monde, la première raison de rénover est le confort? Oui, tout à fait. Oui, on m'entend, c'est bon? Oui, oui, tout à fait. C'est assez évident. D'ailleurs, André Pouget vient de le dire très très bien avec moult illustrations. Donc oui, complètement. Aujourd'hui, l'approche pour donner envie, c'est pas en parlant de kilowattheure avec une étude thermique qu'on donne envie. C'est très clair. On va donner envie par le confort. Dans certains cas, par la valeur patrimoniale aussi. Il y a des gens qui rénovent pour dire mon bien, il est au goût du jour. Je peux le transmettre. Il a une valeur. Au contraire du bâti qui se dégrade, qui perd de sa valeur. Par contre, la performance énergétique, c'est la condition de l'équilibre financier. C'est-à-dire qu'une rénovation où le gain énergétique n'est pas réel à la fin, je n'ai pas mon équilibre en trésorerie. Ce que je rembourse en prêt n'est pas équivalent à ce que j'ai économisé en énergie. Donc on a ce double impératif de répondre au confort, de répondre à tous les enjeux, y compris architecturaux, y compris d'usage, y compris les poules ou la petite tortue. Il y a une anecdote savoureuse. Il y a un chantier Energy Sprong où ils ont arrêté le chantier pendant un jour parce qu'ils ne retrouvaient pas la tortue des enfants. Ah. Et s'ils faisaient passer les engins de chantier sur le terrain, ils risquaient d'écrabouiller la tortue. Donc, et ça fait 80% de la réussite du projet du point de vue du locataire, du point de vue des occupants. Et nous, toutes nos techniques qui nous intéressent, notre ITE, notre machin, notre bidule, nos kilowattheures, c'est 20% de la réussite du projet. Donc voilà, les enjeux, ils sont là. Par contre, il faut que la performance soit réelle, sinon, il n'y a pas d'équilibre économique. S'il n'y a pas d'équilibre économique, il n'y a pas de financement, il n'y a pas de sécurité. Les gens, ils ont besoin de se rassurer par la performance énergétique. D'ailleurs, l'un des messages forts que vous souhaitez faire passer, c'est aussi l'idée de rénovation globale. C'est-à-dire, vous vous dites quoi, attention à la rénovation pas à pas. C'est une idée qui est quand même... Enfin, c'est un débat qui n'en finit plus, en fait. Hein. C'est un débat qui est compliqué, qui est complexe, évidemment. Il n'y a pas qu'une seule façon de rénover. Par contre, il faut quand même bien savoir où est-ce qu'on veut aller. On est bien d'accord qu'on va vers le BBC à terme. Donc ça veut dire qu'en 2050, quasiment tout le parc doit être au niveau BBC. Donc ça, on est à peu près tous d'accord pour dire ça. Le truc, c'est que si je prends plusieurs puzzles différents, et puis je prends la pièce dans l'angle à gauche, et puis la pièce dans l'angle à droite, et puis dans différents puzzles, à la fin, si je mets tout ça sur la table, j'aurai pas un puzzle. J'aurai un truc impossible à assembler qui ne marche pas. Par contre, si depuis le début, je sais que c'est ce puzzle-là que je suis en train de faire et que je prends toutes les pièces dans ce puzzle-là, là, j'ai peut-être une chance d'arriver à la fin. Et même comme ça, on a des petits doutes. Parce que, exemple tout bête, hein, je pose des fenêtres aujourd'hui. Dans 5 ans, je fais l'ITE. Si je n'ai pas prévu le dormant élargi, je ne peux pas. Si je n'ai pas prévu que les coulisses de volets roulants soient déportées, je ne peux pas. J'ai un pont thermique, et un pont thermique grave, qui est pathologique. D'accord. De la même façon, là, on retrouve le confort, le problème de confort. Un problème de confort, un problème de pathologie du bâti, un problème d'efficacité énergétique qui n'est pas atteinte, et un problème environnemental de BBC à terme qui ne sera jamais atteint. Un autre exemple, je fais aujourd'hui les trucs les plus rentables. Je change ma chaudière, j'isole mes combles. Très bien, j'ai un très bon temps de retour. À la fin, dans 10 ans, il doit me rester à faire l'ITE. L'opération qui a le temps de retour le plus long. Si je n'ai pas tout fait en même temps, la dernière opération, je ne la ferai jamais parce que je ne la finance pas. Elle n'a pas de réalité économique. Alors si je fais tout en même temps, dans la globalité, ça se finance. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut qu'on ait une vision à 2 dimensions. Il y a la dimension multicritère, il faut que je fasse du confort, de la qualité d'air, du bas carbone, de la performance énergétique, de l'architecture, de la qualité d'usage. Et en même temps, il y a une dimension de temps. Il faut que je fasse quelque chose qui est BBC compatible à la fin. D'accord. Denis Dugue, donc vous êtes directeur performance énergétique et rénovation à la direction marketing et innovation de Engie Cofeli.
Alors, est-ce que déjà vous souhaitez réagir à ce qui vient d'être dit et est-ce que vous confirmez que le confort vient en numéro 1? Oui, là je confirme effectivement ce qui vient d'être dit un petit peu en préambule et puis dans la présentation précédente. Le vrai driver, c'est le confort. Le 2, c'est la valeur patrimoniale. Très clairement, c'est ça qui sert de levier. On voit les études notariales qui sont en train de pousser sur cette thématique-là. C'est vraiment le driver numéro 2. Et le 3e, effectivement, est la performance énergétique. À un moment, on parlait de la performance énergétique comme un passager clandestin. On l'avait mis en tête de gondole, effectivement, pendant plusieurs décennies. C'est devenu un passager clandestin. C'est en train de reprendre sa vraie valeur, particulièrement quand on a une offre globale dans la durée. Juste pour rebondir sur les petites anecdotes, je pense toujours à la première copro qui a signé une offre globale. Cette offre-là, je m'en souviens toujours, on était au fin fond de l'Aisne, donc 70 ans de moyenne d'âge. On proposait effectivement une approche globale, on avait proposé des choses que vous allez sûrement décrire, mais de l'isolation, des ouvrants, une chaudière, etc. Moyenne d'âge 70 ans. Un collaborateur qui avait monté le projet m'avait expliqué: on ne signera jamais, personne ne va prendre des investissements avec des ROI à 20 ans ou plus pour rénover. Sur les 25 lots, je crois qu'il y a eu 20 lots qui ont dit oui, 4 qui sont abstenus, la décision est partie. L'envie, ce qui a été évoqué tout à l'heure, la solidarité dans la copropriété, mais surtout un confort immédiat. Les parois froides, les gens ont dit, nous, ça fait 20 ans qu'on habite dans cette résidence, les gens étaient là depuis longtemps, on ne veut pas, globalement, si on est là encore 10-15 ans, souffrir de cet inconfort. Première raison. Deuxième raison, 80% de notre patrimoine, c'est notre appartement. Si demain, on doit aller en maison de retraite, on a besoin de le louer rapidement, si on décède, nos enfants doivent pouvoir récupérer et valoriser le capital. Très clairement, à Laon, le marché de l'immobilier, puisqu'on était dans cette ville-là, est plutôt à tonne. On n'est pas en première couronne parisienne. Une rénovation globale a permis rapidement de répondre à tous ces critères-là. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé du confort, ils ont trouvé de la performance et une valorisation, et leur bien est avéré être liquide dans ce marché-là. Donc voilà un petit peu le contexte dans lequel on peut répondre. Et vous êtes également un défenseur de plutôt l'offre globale et notamment des CPE, donc les contrats de performance énergétique qui promettent effectivement une garantie de performance énergétique. Donc malgré le confort, effectivement, on garde toujours quand même l'œil sur la performance énergétique. Alors effectivement, par structure, un groupe comme Engie s'inscrit plutôt dans la durée et c'est vraiment un des leviers importants, c'est-à-dire faire une rénovation et s'arrêter là et partir après la rénovation. Une partie du travail n'est pas fait. Normalement, c'est quand même une action qui est durable et il faut impérativement inscrire dans la durée cette performance. Et c'est durable et ce n'est pas uniquement une histoire de on a un acteur qui porte la performance énergétique et puis une copropriété qui est passive. C'est vraiment un système bijectif et c'est une copropriété qui devient dynamique vis-à-vis de son bien et la manière dont elle le gère et elle le vit au quotidien, et des sociétés qui apportent cette performance dans la durée. Et ça, c'est vraiment important. Vous parliez également de... C'est vrai qu'il y a une sinistralité dans le secteur du BTP qu'on peut évaluer à environ 10%. Est-ce qu'il y a pas aussi une formation des acteurs à accélérer peut-être? Alors, plus que la formation, il y a un vrai challenge qui a été évoqué tout à l'heure. Faire mieux, moins cher, plus vite. Et ça, je pense que ça répond complètement à ça. La notion de sinistrabilité, c'est l'envie et la confiance qui est derrière. C'est-à-dire qu'il faut juste imaginer que pour un foyer, il y a 3 grandes décisions dans leur vie en termes de... On va dire simplifié. L'achat, pas de la vie affective, on est bien d'accord. En 1, c'est l'achat de l'appartement ou de la maison. En 2, c'est la rénovation de l'appartement. Et en 3, l'achat de la voiture. La rénovation de l'appartement, ce n'est pas culturel. C'est-à-dire que si on regarde nos parents, nos grands-parents, ils n'ont pas rénové ou très peu rénové leur logement. Là, déjà culturellement, c'est un vrai changement. La deuxième étape qui est aussi importante, c'est une décision qui, dans le top 3 d'un foyer, elle est collective avec une copropriété. Et tout à l'heure, c'était bien décrit, toute la mécanique qui se mettait autour de ça. À partir du moment où on a compris qu'on est en train de prendre une décision qui est dans le top 3, qui n'est pas une décision qui est culturellement établie, et bien là, il y a un vrai challenge à voir ça. Et si on rajoute que la malfaçon produit parfois des phénomènes de double peine, c'est-à-dire qu'on a d'un côté des travaux, et ensuite on n'a pas la performance énergétique dans la durée, c'est-à-dire qu'on paye le coût des travaux et on continue à payer l'énergie qui devait aider à améliorer, on ne retrouve probablement pas le confort complètement et la valeur patrimoniale non plus. Donc sans pouvoir garantir tout, au moins garantir la performance énergétique de l'opération. D'accord. Monsieur Rister, vous voulez réagir sur ces points-là? Oui, pour confirmer complètement, effectivement. Voilà. Et là aussi, je rejoins ce qu'a dit André Pouget tout à l'heure, c'est l'importance aussi pour la robustesse d'une solution de rénovation, c'est de privilégier
moi je vais le dire clairement, hein, privilégier l'approche passive, c'est-à-dire vraiment toutes les actions qu'on aura fait sur la qualité de l'enveloppe, c'est le plus pérenne dans le temps et c'est aussi le plus robuste. Il n'y a pas d'éléments de maintenance. On milite sur une forme de low-tech passif, on ne s'est pas encore vraiment fini sur la terminologie, mais finalement, une fois qu'on a une très bonne enveloppe, on peut avoir des solutions de chauffage qui sont extrêmement simples. Une simple chaudière, un simple poêle à bois, quelque chose d'extrêmement simple qui, du coup, est simple à maintenir et plus robuste dans le temps. Et durable, tout à fait. Voilà. D'accord. Vous parliez également, l'interface entre les différents corps de métier est importante, vous en avez un peu parlé tout à l'heure. Absolument, c'est fondamental. C'est ça, ouais. Donc pas trop d'intelligence dans le calcul. Et c'est ce que... Voilà. Alors, c'est vrai que nous, là, je vais parler particulièrement de la maison individuelle. Hein. Le cas de la copro a déjà été évoqué. Mais en particulier en maison individuelle, malheureusement, il y a très peu d'architectes, encore moins de bureaux d'études présents sur la rénovation de la maison individuelle. Donc, le peu d'argent qu'on a en capacité d'encadrement, le peu d'honoraires qu'on peut éventuellement mobiliser, il ne faut pas le mettre dans des calculs de DPE, de diagnostic, de choses comme ça, qui donnent tout le temps les mêmes résultats, comme a dit André. Je sais déjà que c'est du double litrage que je vais mettre, peut-être du triple. Bon, voilà. Mais voilà, on peut avoir une approche par bouquet de travaux, c'est ce qu'on propose avec les solutions techniques de rénovation, par exemple, mais il peut y avoir d'autres approches. Et puis, là où la vraie intelligence, il faut la mettre, c'est sur de l'architecture, c'est sur des choix de matériaux adaptés au patrimoine, notamment le bâti ancien. Je ne vais pas mettre du polystyrène sur n'importe quel mur. Je vais chercher de la laine de roche, de la laine de bois, etc. Des matériaux adaptés au bon endroit. Et puis, effectivement, un temps important à faire sur la coordination de travaux. Et je pense qu'il y a aussi un besoin de formation des professionnels encore, notamment à la formation, mais aussi des fois à la qualité dans la réalisation, pour que les travaux se fassent en bonne intelligence. Encore une fois, une étanchéité à l'air réussie, c'est pas juste un artisan qui pose son machin d'un côté et puis un autre artisan qui pose son machin de l'autre. C'est deux artisans qui ont bossé ensemble. Et c'est la seule façon de faire une étanchéité à l'air qui est vraiment performante. Oui, ça fait partie, en fait, ça rejoint le confort pendant les travaux, etc. L'absence de sinistre après. C'est l'un des points notamment qu'on va pouvoir aborder avec Edith Loget. Donc vous êtes ingénieur responsable d'affaires au BET Atmosphère. Et donc vous allez nous présenter 2 cas de rénovation concrets. Ce sera intéressant de voir comment ça s'accorde justement avec tout ce qui a pu être dit jusque-là. Vous avez la petite... Oui, c'est bon. Parfait. Voilà, donc je vais vous présenter 2 cas de rénovation en logements sociaux. Donc c'est plus facile de faire des rénovations globales avec les bailleurs sociaux parce qu'ils sont déjà très sensibilisés aux économies d'énergie. Donc dans mon bureau d'études qui est à Toulouse, vous le devinerez avec l'accent, j'imagine. On travaille beaucoup avec avec les bailleurs sociaux. Et donc je vais vous présenter 2 rénovations d'ampleur. Hop. Voilà, alors la première, c'est une rénovation à Colomiers. Ah oui, très bien. Donc à côté de Toulouse, pour un bailleur social qui s'appelle Altéal. Donc c'est une résidence de 116 logements qui était déjà un petit peu isolée mais mal, avec des doubles fenêtres et les gens se plaignaient beaucoup du confort à l'intérieur de leur logement. Donc la première démarche qu'on a eue, comme vous l'avez précisé, c'est déjà d'isoler le bâti. C'est des améliorations dont on est sûr qu'elles vont fonctionner et on réduit les besoins. On est sûr que ça ne va pas dépendre de la maintenance de la chaudière ou d'autres systèmes dont on est un peu moins sûr dans la tenue dans le temps. Donc, isolation des murs, de la toiture, des planchers sur cave. Malheureusement, on n'a pas pu isoler les planchers sur vide sanitaire. Aujourd'hui, c'est très difficile à faire, malheureusement. Et donc remplacement des menuiseries. Donc ça c'est pour le traitement du bâti. Et ensuite, donc grâce à ce traitement, effectivement, on a beaucoup réduit les besoins de chauffage. Et donc il n'était pas nécessaire de mettre un chauffage très performant. Donc malheureusement, c'est une résidence qui était chauffée entièrement à l'électrique. Donc on a gardé l'électricité pour chauffer. On a juste remplacé les radiateurs par des radiateurs neufs qui fonctionnent mieux, mais sans technologie très performante. Et le poste qui devenait prédominant, c'était l'eau chaude sanitaire. Donc, dans cette résidence, on a mis en place des chauffe-eau thermodynamiques sur air extrait, donc des chauffe-eau avec une pompe à chaleur qui permettent de faire de l'eau chaude moins chère qu'avec des cumulus électriques simples. Et donc enfin, ce qui a en fait le plus plu aux locataires, c'est pas toute la rénovation énergétique, mais c'est la création de balcons. Comme disait André Pouget tout à l'heure, finalement, ce qui plaît, c'est l'amélioration du confort. Alors,
a posteriori, on a suivi les performances de cette résidence. Donc, on a des retours de locataires qui nous disent « Ah, effectivement, mais mon logement est beaucoup plus confortable aujourd'hui qu'avant. » Mais la première réaction pendant les travaux, c'était « C'est bien, on va avoir des balcons. » Donc, c'est vraiment ça qui fait que les locataires sont, et les occupants en général, ça marche aussi pour une copropriété, sont moteurs dans ces rénovations. Et donc la deuxième, c'est un peu le même principe, traitement de l'isolation du bâti, donc la même chose, isolation par l'extérieur et plancher, plafond et menuiserie. Et donc là, on était sur une résidence qui était en gaz, avec des chaudières individuelles standards. Et donc on est passé avec des chaudières individuelles à condensation, avec un système qui s'appelle Renotion, qui permet de réutiliser les conduits de fumée existants pour mettre en place des chaudières à condensation étanches. Donc ça évite de faire sortir les ventouses des chaudières à condensation en façade. Et donc les architectes, donc à l'occurrence c'était le même architecte sur les deux résidences, et Henri Ballucchi, sont très friands de ce genre d'amélioration. Et là aussi, on a créé des balcons. Donc de la même façon, les locataires étaient très contents. Et pour pouvoir créer des balcons en même temps que l'isolation par l'extérieur, sur les deux résidences, les balcons ont été désolidarisés de la façade. Donc ils ont une structure indépendante qui permet de faire filer l'ITE le long de la façade. Et justement, sur l'aspect qu'on a un peu abordé, donc ce sont des rénovations en site occupé, si je ne me trompe pas. Exactement. Donc l'idée, c'est le confort pendant les travaux, ça fait partie. Comment vous avez géré cet aspect-là ? Alors, bon, on ne va pas dire que les travaux sont confortables, ce serait quand même mentir. Mais voilà, on essaye. Limiter l'inconfort, on va dire. Voilà, on essaye de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Donc, le plus important, en fait, c'est vraiment l'accompagnement et écouter. Encore une fois, c'est peut-être la solution à tout. Juste écouter les occupants et bien les prévenir en amont de comment vont se passer les travaux, combien de temps ça va durer dans leur logement. Est-ce qu'ils ont d'autres problèmes dans leur logement qu'on peut éventuellement solutionner en même temps que les travaux? Et de cette façon-là, avec un accompagnement fort, on arrive à faire en sorte que ça se passe bien. D'accord. Sur des rénovations de si grande ampleur, est-ce que c'est transposable en copropriété? Parce que va se poser la question du coût, forcément. Voilà. Alors, c'est un peu le problème pour des rénovations de cette ampleur-là, parce que c'est vrai qu'avec la création de balcons, ça nécessite des travaux de voirie, c'est assez lourd. Et sur ces deux rénovations-là, on est à environ à 50 000 € par logement. Donc, c'est un montant qui est difficilement mobilisable en copropriété. Donc, on ne peut peut-être pas aller aussi loin avec la création de balcons, quoique André Pouget a bien montré que c'était possible. Donc voilà, on espère qu'avec notamment la charte ICO et tout ce qui se fait en copropriété Coach Copro, comme vous l'avez présenté, même en copropriété, on pourra aller vers des rénovations globales où on arrive à faire l'ensemble des travaux énergétiques d'un seul coup. Et c'est vrai que c'est ce qui est le mieux pour la vie du bâtiment après, dans l'avenir. Denis Duc, vous souhaitez réagir, commenter ces projets, peut-être la question du financement aussi? Alors, je pense que par rapport à ça, effectivement, il y a un vrai enjeu de financement et de mobilisation. Hier soir, il y avait une réunion, effectivement, d'une présentation d'anniversaire du plan bâtiment durable. En aparté, c'est quand même un vrai sujet. Aujourd'hui, il faut juste imaginer qu'on traite une rénovation comme l'achat d'une voiture. On regarde les images qui ont été rénovées, là, je trouve que l'architecture est vraiment réussie. Il faut juste imaginer que si on le traite effectivement comme une évolution de l'appartement en tant que tel, il y a des solutions de financement. C'est-à-dire qu'on est capable de trouver, et la place publique aujourd'hui, il y a des solutions qui existent, il y a des gens de différents acteurs dans la salle, il y a des solutions. Il faut juste reconnaître que quand on rajoute on fait une rénovation de cette nature-là, on est beaucoup plus proche de la valorisation patrimoniale que de l'achat d'un véhicule. Donc à partir du moment où on aura suivi cette transformation-là financière de la rénovation, il y aura des solutions.
deux petites réactions. Sur le vide sanitaire, j'ai appris très récemment ça y est, les petits robots qui se baladent dans les vides sanitaires pour projeter de l'isolant en sous-face, ça y est, ça existe. Ils ont été inventés en Angleterre et ils arrivent en France. Donc voilà, bon, vous trouverez ça facilement sur Internet. Voilà, bon. Et puis après, sur la question du financement, oui. Alors, bon, encore une fois, je reprends ma casquette plutôt maison individuelle. Il y a le dispositif Doremi qui a été structuré par nous-mêmes et par l'Institut Négawatt, dans lequel on fait de la rénovation complète et performante des maisons. Donc. Et effectivement, on a des coûts constatés qui sont sur des fourchettes très très larges. Hein. Ça descend à 40-45 000 euros par maison et ça monte jusqu'à beaucoup plus pour des grandes maisons, jusqu'à 90 000, un peu plus des fois, où il y a à la fois les travaux énergétiques et d'autres travaux de l'ordre du réaménagement, voire de l'extension, etc. Et ça, il ne faut pas opposer les deux. C'est le projet global du client qui veut faire ça. Par contre, il faut savoir exactement qu'est-ce qu'on finance quand l'État donne des subventions ou du prêt au zéro ou du CITE. Qu'est-ce qu'on veut financer et quelle partie des travaux on veut financer. Donc il faut quand même aussi se poser la question au bon endroit. Et je crois que la vraie réponse, c'est la valeur patrimoniale à la fin. Quand j'ai fait de l'architecture sur ma maison pour la rénover, c'est pas pour l'énergie, c'est pour lui donner de la valeur patrimoniale. Donc la réponse, elle est bien là. Et les balcons, c'est un petit peu la même chose. C'est une valeur d'usage, c'est presque des mètres carrés en plus. Ils ne comptent pas dans l'achat, mais quelque part, c'est des mètres carrés en plus. Donc pour moi, ce n'est pas exactement la même question. Et juste un petit point sur ces mécanismes de financement. Aujourd'hui, mes rénaux Doremi, avec entre 45 et 60 000 euros, on les finance quasiment intégralement, surtout quand on a des ménages qui sont éligibles à l'ANA, ce qui représente à peu près la moitié des rénovations Doremi. Hein. La réno complète, ce n'est pas un truc de riche, au contraire, c'est plutôt un truc de gens précaires qui ont la possibilité de mobiliser des fonds ANA. C'est contre-intuitif, souvent on dit l'inverse. C'est assez contre-intuitif, mais c'est la réalité qu'on voit sur le terrain. Et là, on arrive à mobiliser, tout mélanger, les montants qu'il faut. La seule difficulté, c'est qu'aujourd'hui, c'est un casse-tête monstrueux. J'ai un dossier ANA qui n'est pas le même que le dossier CITE, qui n'est pas le même que le dossier région, qui n'est pas le même que le dossier PTZ. En plus, PTZ, je dois convaincre une banque. Et puis en plus, il y a le dossier machin, et il y a le dossier bidule. Et il y en a 10 comme ça, et c'est chacun un dossier différent, une feuille différente, un document différent. Enfin, je veux dire, voilà, si on parle de guichet unique, soyons sérieux, là, on a besoin d'une offre unique de financement, un offre unique de financement qui nous permet de dire ouf, ça y est, j'ai compris et je peux accompagner mes clients, les prospects, les particuliers, et qui comprennent un peu ce qui se passe et qui remplissent un seul formulaire qui ait toutes les informations pour tout le monde. Enfin, je veux dire, c'est le minimum, voire qu'on fusionne toutes les aides en une seule. Bah, c'est le but de faire aussi. Hein. Bon, alors là, on est au début, mais c'est le but d'avoir un guichet unique, la même marque, etc. Mais allons jusqu'au bout de la logique. Ouais. Pardon ? Allons jusqu'au bout de la logique. Oui, tout à fait. Repensons les mécanismes de financement. Il faut juste imaginer quand même que sur certaines opérations, le coût de l'ingénierie financière dépasse les coûts des préétudes. Oui. Voilà. Ah oui. D'accord. C'est inquiétant. Edith Loger, vous souhaitez rebondir sur un point ou sur l'aspect confort comme premier motivant du passage à l'acte pour ce genre de travaux, vous confirmez ? C'est un peu ce que vous disiez avec les balcons. Ah oui, complètement, on le voit. Donc ça fait l'unanimité. C'est le confort qui fait et c'est ce qui donne envie en fait. Et c'est pour ça que, comme disait André Pouget, il ne faut pas aller convaincre les gens grâce aux économies d'énergie, parce qu'on le voit, les temps de retour sont longs. C'est pas vendeur. Et puis les gens, ils se rendent compte du confort qu'après. On a beau leur dire, mais vous verrez, vous aurez plus froid chez vous. Bon, en fait, on est habitué à avoir froid chez nous. Tout le monde a froid chez lui parce que sa maison n'est pas isolée. Et on ne se rend pas compte, on s'en rend compte que quand on le vit. Et donc, à expliquer, on ne peut pas. Et par contre, d'autres choses, un balcon, la rénovation d'une cuisine, d'une salle de bain, changer une vieille baignoire ou les par peintures, une douche. Vous parliez des peintures, refaire les peintures dans l'appartement. Voilà, refaire les peintures aussi, c'est vrai qu'on le voit, on a fait des rénovations où on a isolé l'ensemble du bâtiment et on a fait peu de rénovations à l'intérieur des logements. Et les gens sont déçus parce que, la résidence, déjà elle est jolie de l'extérieur et puis elle est plus confortable, mais j'ai toujours ma vieille baignoire que j'arrive pas à enjamber pour aller dedans. Et du coup, finalement, c'est pas ça qui plaît le plus. Et sur d'autres rénovations où on a refait aussi les pièces intérieures, les locataires, alors que c'était les mêmes choses que ça, on faisait aussi l'isolation, tout ça, il n'y avait pas les balcons, mais la première chose que disaient les locataires, c'est « Oh, c'est génial, j'adore ma salle de bain !» Alors qu'il n'y avait aucune amélioration énergétique là-dedans, à part le mitigeur à économie d'eau quand même. Mais... Ah bah. Oui, ça peut même être mal vu par certains locataires, je pense, quand on fait que la façade, puisque les gens disent « Bon, bah voilà, de l'extérieur, c'est bien. Entre guillemets, le maire peut dire « Voilà, j'ai fait... Bon,
Je caricature probablement un peu, mais il y a un peu de ça parfois, Oui, alors qu'à presque... l'intérieur, il n'y a rien qui a été fait dans les zones communes, etc. Ouais, Enfin, bon. c'est presque contre-productif. Voilà, ça peut être contre-productif, effectivement. Bon, bah merci. Je ne sais pas si vous souhaitez rebondir sur quelques sujet qui a été abordé ou... S'il nous reste un peu de temps, on peut... Oui, allez-y. Ah, il y aura des questions, ouais, c'est prévu. Y compris d'ailleurs des intervenants précédents, si vous souhaitez... Donc voilà, hein, c'est... Y a-t-il des questions sur les dernières... Oui, monsieur? Est-ce qu'il y a un micro qui... Ouais. Ah bah c'est ça, c'est bon. Ouais. Je m'en doutais. Merci. Bertrand Chauvet, agence qualité construction. Un sujet, à vrai dire, qui s'adresse à quasiment l'intégralité des participants qu'on a pu voir ce matin et dont que je remercie. Il y a un rapport de l'Agence internationale pour l'énergie qui montre qu'autour de 2050, on va voir deux courbes se croiser, celle de l'énergie utilisée pour réchauffer les bâtiments et celle de l'énergie utilisée pour refroidir les bâtiments. Moi, dans le Grand Est, je vois aujourd'hui beaucoup de remontées de la part des experts en assurance sur des impropriétés à destination pour confort d'été, ou plus précisément pour absence de confort d'été. Autrement dit, des bâtiments qui sont tellement chauds à partir du mois de mai qu'on ne peut pas vivre ou travailler correctement dedans. Je vois de plus en plus d'artisans qui font des propositions de systèmes de refroidissement, de ventilation et de climatisation. Le marché est manifestement en pleine expansion. Ma question est la suivante, est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté de quelque chose à ce niveau-là? C'est-à-dire qu'avec cette préoccupation de chaleur et de chauffage des immeubles, est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté d'une consommation massive d'énergie pour refroidir les bâtiments? Sachant qu'on a un réchauffement climatique qui est un peu problématique, il fait très chaud dans le Grand Est l'été. Bon, je peux apporter quelques éléments de réponse. Oui, complètement, c'est un énorme sujet. Nous, ça nous fait surtout réfléchir à l'importance de bien inclure les occultations dans la réflexion autour des menuiseries. Un des éléments cruciaux du confort, c'est la capacité à se protéger du soleil et la capacité à surventiler, aérer la nuit pour rafraîchir. Donc si les occultations ne sont pas compatibles avec ces deux objectifs-là, c'est là qu'on devient obligé de passer par la clim. Sinon, plus j'isole un bâtiment, plus il est résilient du point de vue du chaud aussi. C'est-à-dire à partir du moment où j'ai une très bonne enveloppe qui fait plus frais dedans parce que j'ai rafraîchi la nuit et que je garde la fraîcheur avec ma ventilation double flux par exemple, et ben, je garde aussi ma fraîcheur, voilà, l'échangeur à plat qui... juste... Voilà. La question, c'est effectivement quelle est la température froide la nuit. La définition d'une canicule, c'est qu'effectivement, pendant la nuit, la température redescend pas trop, ou pas suffisamment en tout cas, pour rafraîchir. Pour l'instant, même quand on fait des simulations avec des climats du GIEC, plus 2 degrés, plus 3 degrés, on arrive encore à faire du rafraîchissement passif en rénovation, donc simplement par ouverture des fenêtres la nuit, sur les climats sur lesquels on travaille. Peut-être le petit doute que j'ai, c'est dans le cas des surélévations légères, éventuellement, petit point de vigilance, mais c'est valable aussi pour la construction bois en neuf. Si on ne prévoit pas d'inertie dans la construction légère, attention, warning, il y a peut-être besoin là à réfléchir à une solution intelligente de rafraîchissement, qui peut être un géocooling sur pieux géothermique ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, il y a matière à réfléchir. Mon problème est plus là-dessus aujourd'hui que forcément sur la réno, mais la question est très importante. Et juste pour finir, sur la rénovation aussi, vu qu'on isole beaucoup par l'extérieur, ça permet quand même de garder toute l'inertie du bâti à l'intérieur du bâtiment. Et finalement, on améliore quand même le confort d'été. Et après, le confort d'été se joue beaucoup sur la sensibilisation des occupants. Parce que finalement, la plupart déjà, s'ils ont chaud, c'est parce qu'ils n'ont pas fermé leur volet la journée. Et c'est sûr qu'une maison exposée plein sud avec des volets ouverts toute la journée, on rentre le soir, il fait vraiment très très chaud. Donc là, par exemple, sur ces deux résidences-là, alors surtout sur l'autre, mais sur les deux, on a sensibilisé les locataires à comment gérer leur logement avec ces nouveaux équipements, autant en hiver qu'en été. En été, voilà, fermer les occultations la journée, aérer la nuit. Et sur l'autre résidence de la Crabe, on a mis dans 10 logements, on a instrumenté 10 logements pour voir les améliorations.
Et donc, on suit les températures à l'intérieur de ces 10 logements. Et moi, j'ai pu constater que du coup, dans l'été qui vient de passer, où pourtant il a fait très chaud, les températures ne sont pas montées. Alors, il y a des pics de temps en temps à 28, mais ça ne reste pas. Globalement, en moyenne, les logements, ils ont été à 25-26 degrés sur l'ensemble de l'été. Donc, ça reste des températures confortables pour l'été qu'on vient de vivre, surtout à Toulouse. Oui, moi j'étais très intéressé qu'on soulève la question du financement et des prêts. Je n'ai pas eu le temps ce matin d'en parler, mais c'est un point faible à l'heure actuelle parce que, alors, je pense on est mieux parti pour les ménages modestes où on va arriver d'une certaine façon à faire la totale, quasiment subventionnée. Mais pour le reste, ceux qui sont dans les déciles supérieurs, ils n'ont pas tous le montant. Et je trouve qu'on n'a pas de système de prêt. Ce que vous avez dit, c'est des prêts à la consommation qu'on nous file et qu'on détourne. Hein. C'est comme si on achetait une bagnole alors qu'on fait un investissement immobilier. Et moi, là, vraiment, je trouve qu'on a un retard conceptuel très, très fort sur les types de financement. Vous me dites si je me trompe, mais quand on fait une isolation, ça pourrait être financé par des prêts à 15 ans, et ça dure longtemps, là. Et on est dans une période où les taux d'intérêt sont faibles. Les taux d'intérêt sont faibles. Donc allonger les prêts, ça a un sens. Quand les taux d'intérêt sont élevés, allonger les prêts, c'est quand même aller tout bouffer dans les intérêts. Là, on a cette possibilité. Pour un changement de système actif, un prêt à 5 ans ou 10 ans pourrait marcher. Il marche pendant 5-10 ans, où je dis pas trop de bêtises, là. Donc, moi, il me semble que dans l'urgence du plan, enfin, je teste, puisqu'on est là ensemble, on discute, d'avoir un volet financier musclé, beaucoup plus musclé, où on raisonnerait en termes de mensualité. Quand ils vendent la bagnole, ils vendent des mensualités. Non, mais quand on regarde comment c'est fait. Et nous, on n'a pas ça, on ne vend pas les mensualités. Et à ce moment-là, les mensualités, on pourrait les mettre en regard du gain, alors bien sûr quand c'est garanti par la performance énergétique c'est garanti, mais du gain énergétique, enfin du gain sur la consommation. Sur même l'ensemble des gains, c'est-à-dire que quelque part on est en train de basculer quand même d'une vision assez punitive de la performance énergétique à une vision de plaisir, c'est-à-dire que à partir du moment où on arrive à obtenir un balcon, un certain nombre d'attributs supplémentaires, effectivement ça modifie complètement la perception. Et donc, moi, je suis preneur. Si je connais l'initiative, mais je pense qu'il faut une batterie de solutions, pas qu'une seule. Il faut trouver une batterie de solutions, parce que entre nous, trouver un guichet unique qui va faire la même chose, enfin bon, si on y arrive, bravo. Mais moi, déjà avoir un conseil qui vous dit ce à quoi vous avez droit en totalité, c'est déjà un progrès. Alors après, on va vous dire, vous allez à tel guichet, à tel guichet, à tel guichet. Ce qui serait bien, c'est que chaque guichet vende les produits de l'autre, quoi, un peu. Oui, puis qu'il y ait un formulaire unique quand même, si possible, parce que on donne quand même les mêmes informations globalement à plusieurs fois, 4 fois, plusieurs fois, et sur des formulaires différents. Le particulier, il remplit 36 fois la même information, c'est quand même pas. Ça paraît pas insurmontable quand même. J'ai retenu l'ingénierie financière coûterait plus cher que l'ingénierie. Alors voilà, la préétude, c'est-à-dire que pour amorcer le système, oui, on en arrive là. Et je rajouterais dans les difficultés liées au financement la question de la transmission, parce qu'effectivement, si j'investis sur longtemps sur mon logement et qu'entre-temps je le transmets, il y a la question de comment j'arrête mon prêt ou comment je transmets mon prêt. Il y a des réflexions en cours en ce moment à l'Institut Négawatt sur l'attachement à la pierre, des choses qui se font ailleurs, à l'étranger, en Angleterre notamment, ou attachement au compteur d'énergie, pour dire que quand je vends la maison, eh ben je vends le prêt qui est attaché à la maison ou le prêt qui est attaché au compteur d'énergie. Et finalement, il y a des systèmes comme ça où je raisonne directement, au lieu de payer de l'énergie sur mon compteur d'énergie, eh ben je paye l'énergie réduite et mon prêt. Je rembourse mon prêt sur une facture d'énergie. Et donc ça, c'est un prêt qui est attaché au compteur d'énergie. Donc ça, c'est les choses sur lesquelles on réfléchit, enfin l'Institut Négawatt réfléchit. Et effectivement, on a aussi des propositions de refonte de l'ensemble des aides, soit sous forme d'une aide unique, soit sous forme de prêts bonifiés aussi, dont on pourrait ajuster la durée selon le temps de retour propre de l'opération pour atteindre un niveau d'équilibre en trésorerie où finalement ça ne change rien en termes de dépenses courantes pour les ménages. Et donc dès que le prix de l'énergie augmente, eh ben, le ménage est gagnant immédiatement. Ça vous fait pas mal de bonnes idées, Alain Mogart, à colporter au ministère en tant que...
en tant que copilote du plan de rénovation. Excusez-moi. En fait, je crois que vous avez en partie répondu à ma question, mais c'était un petit peu l'idée. Si j'ai une passoire thermique, je paye 1 500 € de chauffage. Pourquoi, à la fin, j'en paye que 500 ? Pourquoi on ne garantit pas ? Je continue à payer 1 500. Le LAP, c'est le remboursement des travaux. Ça ne doit pas être trop compliqué à traiter. C'est exactement ce qu'on vise dans Dorémy. Alors, juste pour une précision, on ne le garantit pas parce que c'est quand même extrêmement lié à l'usage. Si on veut monter une garantie de performance, il faut dire dans quel cadre, jusqu'à quelle température de consigne, jusqu'à combien de puisage ECS, à quel niveau d'apport interne, combien d'ouverture des fenêtres par jour. Ça peut évaluer avec le prix de l'énergie aussi. Ça peut se faire. C'est ce qui se passe dans Energy Sprong. On a eu une présentation tout à l'heure par Sébastien sur Energy Sprong. Il y a des garanties de performance qui se font sur les temps longs, 25-30 ans, en performance globale, y compris l'électricité spécifique. Des choses qu'on ne maîtrise pas très bien, mais elles sont forcément bornées. L'électricité spécifique, j'ai un forfait énergie, je peux consommer 2500 kWh d'élec par an sur mes usages spécifiques. Le chauffage, j'ai le droit de me chauffer jusqu'à 21, 22, ça dépend des contrats qui sont signés. J'ai le droit à tant de litres d'eau chaude par jour, etc. etc. Donc, pourquoi pas la garantie de performance? C'est juste qu'il faut la cadrer intelligemment pour ne pas payer de l'assurance au lieu de payer de la performance énergétique, quand même. Parce que si on fait courir un risque à l'entrepreneur, c'est sûr qu'il va vous le faire payer en assurance à un moment ou à un autre. Voilà. Ce qu'on a choisi dans Dorémy, c'est plutôt une garantie de qualité, c'est-à-dire on fait des contrôles de la qualité de l'enveloppe, notamment le test d'infiltrométrie, le suivi des travaux, pour dire que l'enveloppe qu'on vous fournit, elle est bonne et que les travaux ont été faits en bonne coordination. C'est déjà une bonne étape de franchie. Pardon, oui, je reviens juste sur le sujet juste avant, sur l'histoire du financement. Nous qui expérimentons au quotidien, en fait, à la fois des gens qui ont des besoins énormes, et en même temps des dispositifs complexes à mettre en œuvre pour faire du financement ou pour trouver de l'argent. Dans notre démarche, on se rend compte qu'on est bridé. Les gens, ils ont envie de faire. Et des fois, on fera un bonus de constructibilité en imposant la rénovation énergétique, en exploitation de ce bonus de constructibilité, de réinjecter automatiquement l'argent dans la rénovation énergétique. Je suis désolé, il n'y a pas d'hypocrisie là, faut y aller. C'est-à-dire que c'est un vrai moyen de faire accélérer les projets. Ce matin, une personne de mon équipe est allée vendre un projet à Lyon pour une surélévation. L'enjeu de la mairie, c'est de dire, bah oui, ok, alors on vous autorise la surélévation, mais on a le droit de la faire, la surélévation. Oui, mais si vous faites la rénovation énergétique, mais on va la faire, la rénovation énergétique. Sauf qu'il y a deux temps. Il y a des temps à la fois d'adhésion pour la surélévation et après il y a des temps d'adhésion pour la rénovation énergétique. Si on liait les deux et si on permettait, la ville de Rennes par exemple dans son nouveau PLU impose et propose, si vous faites de la rénovation énergétique, on vous donne un bonus. Allons-y, faisons. Je suis un peu comme André, c'est-à-dire c'est pas 2020, c'est maintenant là, faut y aller maintenant. Voilà. On ne va pas parler trop longtemps, mais enfin, c'est un beau sujet. Oui, c'est convertir la rente foncière, si je puis dire, en travaux. C'est quand même intelligent pour tous les gens. C'est le problème du bâtiment. C'est la rente foncière, comment je la transforme en travaux. Non, c'est peut-être une piste complètement... C'est pareil, le chèque énergie, c'est sympathique, mais pourquoi on ne consacre pas une partie du chèque énergie à financer, si je puis dire, l'emprunt, la partie, ce que vous avez suggéré, qui a financé des travaux. C'est quand même un peu idiot d'aller filer de l'argent à quelqu'un parce qu'il est en difficulté et on continue à dépenser beaucoup d'énergie. Une partie de cette difficulté, de ce chèque, on pourrait peut-être le convertir en financement de travaux. Je pense que là, il y a des pistes. Non, je dis ça, je teste là, parce que c'est quand même des idées assez simples. On est prêt à dire, pour sauver la mise, on va mettre un peu plus de chèque énergie. Peut-être qu'il faudrait transformer ça aussi en je consomme moins. Alors justement, c'est intéressant ce que vous dites, donc je reprends le micro de 2 minutes. Plusieurs choses. Effectivement, ce que vous dites sur les chèques énergie, c'est qu'aujourd'hui, il est déjà possible de les transformer en chèques travaux. Donc quand on le reçoit, quand on est éligible, on peut aller sur le site chèqueenergie.gouv.fr et transformer ce chèque en chèque travaux qui est utilisable pour les mêmes travaux que ceux éligibles au crédit d'impôt. Bravo, mais qui le sait vous me direz que je suis nul, je ne sais pas. Mais bon, je suis d'accord avec vous. Je ne suis pas le plus nul de tous. Le problème aussi des financements de l'économie d'énergie, c'est qu'il y a une mécompréhension de l'ensemble des aides. On en a parlé suffisamment ici. Nous, en tant que guichet unique auprès des copropriétaires et des particuliers, on essaye de faire ce travail de compréhension et de mise en visibilité de l'ensemble de ces aides. J'ai lu dans un article récemment que
presque 80% des Français ne connaissent aucune aide à la rénovation énergétique. C'est aussi un problème. Il y a une trop grande complexité de cet ensemble-là, y compris des architectes, des syndics, de l'ensemble des acteurs. Des bureaux d'études, de tous les acteurs en fait, qui tournent autour de la rénovation énergétique. Un autre sujet qui était intéressant aussi, c'est le fait pour une copropriété ou des logements de pouvoir faire une rénovation à coût constant de charge. Donc c'est un peu ce qui rejoint ce qui a été dit. Ça se rapproche de ce qui est porté par les sociétés d'économie mixte comme Île-de-France Énergie, qui est l'idée de faire un tiers financement, c'est-à-dire que vous payez vos factures à charge constante comme avant, sauf qu'en bonus, vous avez une rénovation globale de la copropriété. Voilà ce que je voulais dire. Merci. J'aurais voulu un dernier enfonçage de clous, parce que du coup, sur ces questions de financement, du coup, si on est d'accord que la bonne façon de rénover, c'est du complet ou du quasi-complet, ça veut aussi dire que les aides de l'État, il faut arrêter de les flécher. Enfin, quand on regarde les statistiques des crédits d'impôt, etc., ça va beaucoup à du changement de fenêtre qui serait fait crédit d'impôt ou pas, il faut être honnête. Si on se dit, ce qu'on veut encourager, c'est pas le par étape désordonné, c'est un par étape très ordonné, ou du quasi-complet ou du complet, il faut que ça se voit aussi dans la façon dont on incite. C'est-à-dire qu'on reflèche tout ça sur des bouquets de travaux qui soient éligibles et que les par étapes, on dise non, mais ça faut pas faire ça. Faut pas encourager ça. En tout cas, pour mieux connaître les... Je rassure, si on passe à la prime, j'espère qu'on va y passer, il y a quand même l'idée, je l'ai dit discrètement, mais je peux le dire moins discrètement, qu'à ce moment-là, quelqu'un qui ferait l'ensemble des travaux globaux aurait plus de primes que la somme des travaux élémentaires. On se comprend. On est bien d'accord. Ça serait normal. Ça serait l'incitation. Moi, j'ai juste suggéré que ceux qui le font par étapes, cette prime supplémentaire, on leur donne qu'à la fin du parcours, c'est tout. Celui qui le fait tout de suite, il l'a tout de suite. Donc on monte un financement tout de suite. Et les ménages qui le feraient progressivement, je ne vois pas pourquoi on ne leur dirait pas à la fin du parcours, écoutez, vous êtes devenu au niveau de BPC Rénovation, vous aussi vous avez droit à une prime. Je trouverais ça à égalité de traitement entre les deux. Ça leur aura coûté plus cher parce que c'est moins rationnel, sauf qu'ils l'auront fait au fur et à mesure de leur humeur, enfin de leur humeur de confort, de leur humeur de changement de vie, le ménage change, voilà, et il se passe plein de choses. Mais je pense que là, on devrait y arriver. Et ça résoudrait, ça nous mettrait tous d'accord. Oui, je voulais dire, pour mieux connaître les systèmes fiscaux, n'hésitez pas, les dispositifs fiscaux, à vous abonner à Bâti Actu, puisqu'on passe beaucoup de temps à guetter les amendements là-dessus. Et c'est frustrant de voir qu'il y a 30 professionnels et d'acteurs en général qui n'en ont pas connaissance. Bref, y a-t-il une dernière question avant la pause déjeuner? Oui, monsieur. Oui, merci à tous les intervenants. Ma question concerne... Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je suis Francis Vage, j'ai conseil en immobilier. Ma question tourne autour de la géothermie. On n'entend jamais parler de la géothermie. Moi, j'en entends pas beaucoup parler, en tout cas. Donc, y a-t-il des... Parce que la géothermie, ça ne peut pas se traiter au niveau individuel. Ça se traite au niveau collectif. C'est des réseaux de chaleur, c'est des investissements colossaux. Mais néanmoins, ceux qui ont fait cette démarche, certains hôteliers, par exemple, ont fait cette démarche pour eux. Au bout du bout, c'est rentable. Et c'est une énergie inépuisable. Donc pourquoi on n'en parle pas? En deux mots, j'en ai parlé tout à l'heure quand j'ai parlé de géocooling, c'est effectivement en lien avec de la géothermie. Il ne faut pas se cacher que c'est compliqué à mettre en place en rénovation, en maison individuelle en particulier, mais il y a des cas où c'est quand même faisable, effectivement. Par exemple, quand on fait de l'ITE et qu'on doit descendre en fond de fouille pour descendre l'ITE le plus bas possible, pourquoi pas mettre une boucle géothermique autour de la maison et mettre une pompe à chaleur au haut. Quand on est au niveau de puissance nécessaire dans le cadre d'une rénovation très très performante, on peut avoir des puissances qui sont du bon ordre de grandeur. Donc c'est des cas qui peuvent se faire. On a aussi travaillé sur une rénovation de logements sociaux collectifs en géothermie. Pour l'instant, c'est en stand-by, mais on espère que le projet se fasse. Mais voilà, c'est des choses qu'on porte. C'est pas le plus courant, malheureusement, mais clairement, la géothermie, c'est une solution qu'on aime bien. En neuf, on la porte fréquemment. Nous, on le voit un peu plus en tertiaire qu'en logement, après la géothermie. Parce qu'en tertiaire, on peut se servir du fait que ce soit réversible. C'est vrai qu'en logement, on en fait très peu. Enfin, même à ma connaissance, on n'en a pas fait au sein de notre bureau d'études. Je confirme qu'effectivement, le tertiaire, c'est quand même le terrain de jeu
dédiées pour ce genre de technologie. Et en plus, elles s'inscrivent dans un niveau de performance accru. Et c'est plus cohérent aussi en termes de maintenance, c'est-à-dire qu'un bâtiment tertiaire n'a pas les mêmes moyens en maintenance que du logement, a fortiori de la maison individuelle. Très clairement. Je ne dis pas que la PAC c'est forcément compliqué à maintenir. Hein. Non, mais... Oui, excusez-moi, j'en ai fait sur Naples. Donc ça fonctionne bien, sauf qu'une année c'est interdit, une année c'est encouragé. Dans une commune, c'est un peu le magma juridique là-dedans. Sur les autorisations de forage? Oui, de soutien. Sur Naples particulièrement en tout cas, dans le cas présent, j'ai fait de la géothermie sur Naples. Mais après, c'est tellement, on ne sait plus si d'une année sur l'autre on va être encouragé ou au contraire on va nous dire c'est pas possible. Vous êtes En tout cas, ça nécessite des études bien en amont pour valider la faisabilité avant un APD au moment où on fixe vraiment les choix énergétiques. Ça nécessite une faisabilité en amont. Ouais. Particulièrement sur des grosses puissances. Bon, eh bien écoutez, merci à nos intervenants qu'on peut applaudir. Merci.